l'invité de la matinale. KTO Radio. Le monde associatif est en crise, si l'on en croit une enquête réalisée en septembre dernier par le collectif Le Mouvement Associatif. 40% des associations envisagent de réduire leur activité en 2026 tout simplement, et 75% de celles qui emploient des salariés pourraient même être obligées de licencier. Pour comprendre cette crise, on reçoit le président du Secours catholique ce matin, Didier Durier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Si on a voulu vous recevoir ce matin, c'est d'une part parce que le Secours catholique est l'une des plus grandes associations de lutte contre la pauvreté et les inégalités en France, et parce que vous avez également annoncé il y a 2 semaines votre premier plan social. Alors expliquez-nous pourquoi et comment cette décision difficile, on imagine, s'est imposée. Oui, décision très difficile. Et oui, on a. Mais l'important, c'est une transformation quand même du Secours catholique. C'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, on a fait un diagnostic sur ce qui fonctionne pas, comment s'adapter aux besoins des plus précaires en France, à l'international, à notre époque, ce qui implique une transformation. Et dans le même temps, on a effectivement une attrition lente mais régulière des dons que nous recevons. Nous avions l'espoir d'augmenter les subventions. Les subventions d'État, pour nous, représentent grosso modo 8 à 9% de notre budget. Mais le contexte actuel fait que cet espoir d'augmentation des subventions a disparu. On est même plutôt dans une réduction qu'on observe déjà dès cette année. Et c'est ce que mentionne en particulier le mouvement associatif que vous citiez précédemment. Donc on est aussi impacté par cela. Il y a 130 postes qui seraient supprimés au Secours catholique. Vous avez établi les contours de ce plan ? Alors, le 130 postes, comme vous le savez, donc c'est un plan de sauvegarde de l'emploi qui serait précédé d'une phase de départ volontaire. Et donc, effectivement, on a ouvert ce qu'on appelle en termes techniques l'information-consultation du comité social et économique et de nos délégués syndicaux, puisque les conditions d'un plan de sauvegarde de l'emploi se négocient avec les délégués syndicaux le 16 octobre. Et tout ça prend du temps, c'est encadré par la loi, et c'est bien encadré, la loi cherchant à protéger les salariés, ce qui est bien. On a à minima 3 mois de négociation, on aura probablement un peu plus, puisqu'il y a les périodes de vacances et il faut respecter les engagements des uns et des autres, des élus comme des syndicaux. Donc on en a pour 3 mois et demi à voir exactement ce que ça va donner. Par contre, le contour, c'est-à-dire faire plus de subsidiarité, donner plus de capacité de décision à nos 72 délégations qui couvrent le pays, se concentrer sur quelques sujets importants sur notre plaidoyer, ça ce sont des choses qui sont effectivement bien définies dans le projet. Donc Didier Durier, vous avez établi la baisse des dons, la stagnation, voire la baisse des subventions. Par rapport aux dons, comment vous expliquez cette baisse des dons ? Alors, c'est compliqué. C'est une analyse qu'on croise effectivement avec beaucoup d'associations, avec le mouvement associatif et d'autres. Il y a plusieurs choses. Déjà, un truc qui me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on a une crise, style l'Ukraine, style Gaza, style dans le temps, style la Covid bien sûr, on voit une générosité qui explose. Et ça me laisse à penser que les Français restent profondément généreux, profondément attentifs aux besoins. Par contre, la situation, le don récurrent, lui, on a moins de donateurs qui donnent un peu plus, mais au final, on n'arrive pas à couvrir les dégâts de l'inflation. Faut quand même, vous le savez, on a une inflation qui a été très forte ces dernières années. On a quand même augmenté les salaires des gens et c'est bien normal. Et tout ça fait qu'on a une pression sur nos coûts qui devient très forte. À quoi c'est lié ? On est quand même dans une situation difficile pour le pays, économiquement, pour les gens. On entend des bruits de bottes un peu partout. On voit bien que les fins de mois sont difficiles. Les gens épargnent, font attention, attendent de voir un petit peu ce qui va se passer demain et peut-être sont moins incités que par le passé à soutenir telle ou telle association. Ça, c'est un autre constat qu'on se fait. Puis il y a un autre constat qui est plus embêtant, c'est qu'on est passé d'un moment où on était dans la confiance aux associations, je dirais globalement, à un moment où il y a plus de défiance. Je peux creuser le sujet si vous voulez. Expliquez-nous pourquoi il y a plus de défiance, oui. Alors pourquoi il y a plus de défiance ? Comment on le voit ? Déjà par rapport aux fameuses subventions. Les subventions, on dit subventions, mais dans la pratique, ce sont de moins en moins des subventions. En 20 ans, on est passé d'un moment où la puissance publique, que ce soit l'État, la région, le département, la commune, donnait des subventions à une association qu'elle connaissait, dont elle connaissait la valeur, le travail de terrain, et on lui donnait une subvention, à ce qu'on appelle la commande publique, un appel à projet.
C'est-à-dire que la commune, le département, la région va faire un appel à projet disant que j'ai besoin de construire, je ne sais pas, une salle de sport pour parler d'un sujet qui n'est pas celui de la précarité, et je fais un appel à projet. La différence, c'est que dans un appel à projet, les associations se retrouvent en compétition. Et en plus en compétition souvent avec le secteur marchand. C'est un peu moins vrai pour la précarité, encore que, mais on a ce phénomène-là. Si vous voulez, on est passé d'une confiance forte, et en 20 ans, le mouvement est assez récent, à cette espèce de défiance où il faut que les associations prouvent qu'elles sont pertinentes. Et alors le problème que ça pose pour nous, associations de précarité, c'est que assez souvent, nos projets visent à ce que les gens sortent de la précarité. Les appels à projets sont souvent construits en disant, voilà, vous avez donné 10 000 paniers repas en 2024, combien en donnez-vous en 2025 ? Nous, je caricature, mais notre rêve, ça serait de ne plus avoir besoin de donner de paniers repas. Et ça, les appels à projets savent très mal intégrer cette dimension-là. L'autre problème, c'est que ça ne permet pas de subventionner les frais de fonctionnement. Très souvent, les appels à projets, c'est pour de l'investissement. On fait un projet, on crée un magasin solidaire, voilà, une boutique solidaire, ça, on peut avoir un investissement. Par contre, le fonctionnement qui est l'ensemble des frais récurrents que nous avons à supporter, ceux-là ne sont pas soutenus par des appels à projets. Donc on a cette défiance-là qui s'est inscrite. Il y a un changement, ça veut dire qu'il y a un changement au niveau de la subvention, et c'est une subvention qui est aujourd'hui de plus en plus conditionnée ? Tout à fait. En passant à un appel à projet, en fait, vous conditionnez la subvention à répondre à des critères qui ont été posés par des gens de bonne volonté, mais qui ne sont pas forcément des gens de terrain, et vous mettez en compétition plusieurs associations. Donc oui, ça pose un problème. Et ça engendre de fait une baisse de la subvention. Plus d'une association employeuse sur deux déclare une diminution de ce financement public. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'État qui donne moins, mais ça veut dire qu'il y a cette concurrence qui joue en défaveur du monde associatif. Il y a les deux. Il y a aussi, particulièrement vrai depuis cette année, que l'État et donc les différents échelons de la puissance administrative donnent moins. Donc, il y a aussi la ça, combinaison des deux. Il y a aussi ça, oui. Et puis nous, côté précarité, on a un autre challenge, c'est que depuis une quinzaine d'années, grosso modo, la précarité, de plus en plus, on assimile les pauvres à des assistés. Il y a même un responsable politique qui a parlé de cancer de l'assistanat. Et en ce faisant, on dit aux gens, en gros, le message qui est passé, le message subliminal qui peut être rabâché dans certains médias ou dans certains milieux ou sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des gens de mauvaise volonté qui refusent de prendre le travail qui leur tend les bras. C'est totalement caricatural, c'est totalement faux, mais ça fait son chemin. Nous, on le voit dans les gens qu'on rencontre, y compris les donateurs, ça fait son chemin sur le fait que quand même, si les pauvres se prenaient un peu plus en charge, on aurait moins à dépenser dans, entre guillemets, l'assistanat. Cette situation que vous dépeignez, Didier Durier, a des conséquences, on le voit avec le Secours catholique et ce plan social. Comment cette crise impacte également les activités des associations, notamment au Secours catholique? Ça envoie des perspectives de réduction de l'activité ? Alors, nous, si vous voulez, depuis, on a réduit autant que faire se peut tout ce qu'on pouvait réduire, donc les subventions que nous accordions à des partenaires, des subventions en particulier à l'international, mais aussi en France. On a réduit nos aides directes. On pense que réduire plus impliquerait qu'on arrête nos missions ou qu'on les dégrade. C'est-à-dire qu'on est aux limites de ce qu'on peut faire dans les réductions de dépenses qui sont à notre main pour ne pas impacter notre mission. Je ne sais pas si je suis clair, mais du coup, malheureusement, et c'est très malheureux parce que c'est très triste pour des salariés dont nous apprécions le support et l'aide depuis des années, le seul moyen que nous avons d'assurer une pérennité dans la mission, c'est de réduire notre masse salariale, effectivement. Et c'est encore pire pour d'autres associations qui sont, elles, obligées de réduire leur activité, qui n'ont peut-être pas les reins aussi solides que le Secours catholique. Oui, c'est ce que vous citiez au début. Les chiffres donnés par le mouvement associatif font peur. Il y a d'autres chiffres qui sont donnés par d'autres associations. Mais grosso modo, tout le monde réduit ses activités. Beaucoup ont recours à des licenciements, mais vous avez des associations qui n'ont pas plus d'un mois de trésorerie et qui très probablement n'arriveront pas à passer les mois qui viennent. Un mois de trésorerie, c'est rien. Et on imagine également que cette situation a des conséquences pour les bénéficiaires, pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui reçoivent l'aide de ces associations. Tout à fait, c'est le grand risque. Nous, je dis, on s'attache à ce que justement on n'ait pas
de conséquences pour les personnes que nous soutenons, ce qui nous impose de faire des efforts très très profonds et douloureux chez nous. Mais d'autres associations qui n'ont pas, entre guillemets, d'autres leviers vont effectivement être amenées à réduire ce qu'elles font dans tel ou tel secteur, puisque ce n'est pas que le secteur du soutien aux personnes les plus précaires. Dans quelle mesure ces difficultés elles pèsent également sur les bénévoles c'est presque 59 000, je crois, au Secours catholique. Est-ce que vous ressentez une certaine fatigue humaine ou une difficulté à renouveler les bénévoles ? Alors, on a écrit à nos bénévoles, en tout cas ceux auxquels on sait écrire. On a assez peu de retours par rapport au courrier qui les informe, et puis il y a cette période, donc un peu plus de 3 mois de négociation qui fait qu'on ne connaît pas exactement le détail. On a 2 types de réponses, on a quand même des réponses de nos bénévoles. Les réponses de « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» pour améliorer la situation, et puis les réponses du type « on vous l'avait bien dit, c'est pas comme ça qu'il fallait faire », voilà. Mais très majoritairement, nos bénévoles nous disent « on comprend, la situation, on le voit bien, elle est difficile, la pauvreté, la précarité augmente en France, comme on l'a vu récemment avec le baromètre de l'INSEE, et puis d'autres, comme je dis, les petits frères des pauvres, le Secours populaire, etc. Et comment on peut vous aider ? Et ça, je trouve que c'est une très bonne réaction. On est très content d'avoir cette réaction très majoritaire par rapport à une réaction très minoritaire qui serait de dire on vous l'avait bien dit. Il y a de plus en plus de pauvres, vous le dites, en France, la précarité augmente. Les associations, elles, ont de moins en moins de moyens, on le comprend. Est-ce que vous arrivez néanmoins à identifier des motifs d'espoir pour les années à venir, Didier Duriez ? Alors, des motifs d'espoir, en plus c'est l'année du jubilé de l'espérance, donc oui, des motifs d'espoir. Je reviens sur ce que je vous disais précédemment. La générosité, elle est là. Les Français, quand la crise est évidente, donnent beaucoup. On a vu, nous, une explosion des dons avec la crise de Gaza, avec l'Ukraine, avec la Covid. Ça veut dire que les Français sont prêts, dès lors qu'ils ont conscience de l'importance de l'enjeu, à donner. Donc je suis assez optimiste sur le fait que si nous, associations en général, arrivons à contrebalancer le mauvais vent que je vous citais tout à l'heure, de dire les pauvres ne sont que des assistés, les exilés ne sont que des méchants qui cherchent à mettre en jeu la sécurité des personnes françaises. Si on arrive à contrebalancer, à passer les bons messages, je suis même sûr que cette générosité est là et qu'elle nous permettra de pouvoir répondre aux demandes croissantes des gens que nous accueillons, que ce soit nous ou d'autres associations. Il y a un autre aspect aussi, qui est que les associations, je constate moi depuis quelques mois qu'on se serre les coudes, et ce qui nous permet aussi de nous assurer que, on ne laisse pas de trous dans la raquette, si j'ose dire, dans le service des personnes les plus précaires et les plus pauvres, et 2, qu'on réfléchit, et ça prendra un peu de temps, à comment peut-être s'organiser mieux pour mieux les servir. Essayer de mutualiser les forces. Merci beaucoup Didier Duriez d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale. Merci beaucoup à vous et bonne journée.